Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Luc Temelin, directeur général de Mersen, expert électrique et des matériaux avancés, coté sur le SBF 120 et la Bourse de Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Un plaisir. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites, parce que vous êtes dans notre quotidien, mais on ne vous connaît pas en tant que consommateur, parce que votre activité est en B2B. Donc expliquez-nous les matériaux avancés et tout ce qui est en lien avec les matériaux et les spécialités électriques. Oui, alors effectivement, c'est un peu un challenge puisque la plupart d'entre nous ne voyons pas nos produits au quotidien, peut-être quelques fusibles à la maison, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait puisqu'on fait des fusibles industriels que vous retrouvez dans des usines ou sur des machines, sur un TGV, sur une éolienne. Donc il y a effectivement une partie composants électriques, historiquement autour des fusibles. On peut comparer par rapport à Legrand ? On leur en fait, mais c'est des tout petits. Le grand, c'est pour la maison. Ouais. Un fusible industriel, norme américaine, c'est plutôt gros comme ça. C'est assez technique. L'intérieur est complexe. De toute façon, tout ce qu'on fait est relativement complexe d'un point de vue technologie. Donc voilà, gros marché, des positions très très fortes aux États-Unis, en Europe, même d'ailleurs en Chine, puisqu'on est un groupe mondial. À cette ligne produit historique, on a rajouté des composants pour la conversion de puissance. Là ? Conversion de puissance, oui, c'est mal parti. Donc tout ce qui est convertisseur, des équipements qui transforment la forme du courant, sa tension, du courant continu d'une ferme éolienne en alternatif. Donc voilà, vous avez des gros équipements où on a des composants. À l'intérieur, il y a un semi-conducteur. On va y revenir sur la partie matériaux. Et il a besoin d'être refroidi. Vous êtes dans un train, quand vous passez le long de la loco, vous avez toute cette espèce de bruit de refroidissement, donc c'est pour refroidir les semi-conducteurs. Ouais. Et vous faites quoi là-dedans? On fait des pièces d'interconnexion des semi-conducteurs, des plaques de refroidissement pour les refroidir, donc évidemment avec Alstom, hein, mais on travaille évidemment avec Siemens. Donc ça ne se voit pas, sauf à aller à un stand professionnel. Sur les voitures électriques, vous faites quoi par exemple? Un peu la même chose. Je cherche les oui, il faut accrocher. Oui, ben, sur la voiture électrique, ça part mal parce qu'on fait une pièce qui est dans la batterie, mais comme c'est une boîte fermée, personne ne la verra. C'est quoi cette pièce? Elle fait la connexion de toutes les cellules. Il y a plein de cellules qu'il faut relier et puis après amener vers le convertisseur. Donc on revient sur un système qui transforme le courant et après ça part sur le moteur électrique pour le mettre en mouvement. Sur le solaire, sur les panneaux solaires? Alors panneau solaire c'est plus compliqué parce qu'en fait on a le pôle électrique, donc j'ai à peu près fini l'explication, qui va faire la conversion de puissance du panneau solaire pour mettre le courant alternatif sur le réseau. Et par contre sur la partie matériaux, donc, nous élaborons du graphite qui est une céramique très technique, noire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le produit, pas évident, hein, encore une fois. Et tous les équipements de four, de toute l'industrie, de tout le semi-conducteur, tout ce qui est élaboré au-dessus de 1000 degrés, 1200 degrés, les internes des équipements sont en graphite. Donc il y a différents types de graphite, on ne va pas rentrer dans le détail. Et là, en l'occurrence, les panneaux solaires sont tirés de lingots de silicium, très très grands. Hein. Vous avez des usines en Chine qui font des lingots qui font 8 mètres. Et qui font 300 mm de diamètre. Et là-dedans, vous découpez les petits carrés bleus que vous voyez sur votre toiture. Et donc, il y a du graphite sur cette étape de production, plutôt beaucoup. Et on a une usine en Chine qui livre nos clients chinois pour faire les fameux lingots et les cellules. Et c'est une fois que le panneau est assemblé, mis sur un toit, que nos produits électriques de protection ou de conversion sont utilisés. Vous êtes plus que centenaire, pas vous évidemment, Luc Temelin, mais... Ça se rapproche. L'entreprise est plus que centenaire, voilà. Oui. C'est 1889, je crois. Voilà, donc il a commencé par l'électricité. Ouais. En fait, elle a démarré en faisant des batteries, du graphite pour des batteries. Alors c'est plus du tout le même maintenant, puisque c'est des poudres dans les batteries lithium-ion. Mais à l'époque, c'était des cathodes, des anodes, des choses assez solides. Vous avez tous, vraiment la petite pile que vous avez démontée avec le petit cœur en carbone, vous avez dû faire ça un jour, non? Non, si, non. Donc il y a toujours certaines batteries qui ont des structures en graphite. Donc des balais moteurs pour faire tourner les moteurs, pour les alimenter en électricité, des charbons d'arc pour éclairer les rues, puisqu'on crée un arc et puis ça faisait une superbe gerbe très très blanche, ça éclairait les rues. Et puis d'autres applications, mais très très tournées autour de l'arrivée de l'électricité, donc 1870-1880. La fée électricité. La fée électricité. Et puis après, au cours du temps, les applications du graphite se sont un peu diversifiées dans la chimie, dans l'industrie, le semi-conducteur évidemment dans les années 70.
Et c'est là que le groupe a navigué. C'est là sur les puces pour le coup, donc sur les semi-conducteurs, vous faites quoi concrètement? Alors le semi-conducteur rebelote, hein, au départ c'est un lingot de silicium, alors pour le coup ultra pur. Alors que par rapport à des acteurs comme Soitec? Lui, il achète les wafers, il fait sa fameuse couche de transfert, mais voilà. Vous êtes en amont. Oui, bien avant, ST Micro, Infineon, enfin tous ces gens-là, Intel, Nvidia, construisent ces puces sur des substrats en silicium. Et donc il y a les mêmes fours que pour le solaire. Et après, lorsque vous élaborez la puce, il y a 36 000 étapes. Même plus, hein. Enfin il y en a moins, mais en fait il y en a vraiment beaucoup, je crois qu'il y en a 300. À 2-3 endroits, on a aussi nos produits qui interviennent dans des équipements pour doper le silicium. Enfin, pour vous êtes très diversifié au final en termes d'activité. Et c'est pas fini, hein, mais grosso modo, oui, on est très diversifié, on touche beaucoup d'industries, donc le semi-conducteur, beaucoup d'industries traditionnelles. Ferroviaire, aéronautique. Ferroviaire, pas mal en aéronautique. En aéronautique, vous faites quoi par exemple? Plein de choses, beaucoup de paliers en graphite qui sont dans les moteurs, notamment dans le Rafale, ou des pièces d'étanchéité. Vous êtes un fournisseur de Dassault Aviation? Pas en direct, on passe plutôt par Safran. On ne travaille pas vraiment en direct avec, j'allais dire, Safran, ou Dassault ou Airbus ou Boeing. On passe par des tier one, donc plutôt Safran, des gens comme Liebherr. Et partout où il y a une industrie aéronautique, on est présent. Sachant que c'est peut-être le moment de le dire, nous on est français, mais on n'est que 1500 en France et c'est 8% de notre chiffre d'affaires. À la France seulement? Juste avant, là, vous aviez quand même un point très précis sur les États-Unis. Bon, c'est combien le marché américain pour vous? Le marché américain? C'est 450 millions d'euros, on a 15 usines. Sur 1,2 milliard. 1,2 milliard, donc c'est très américain. Avec beaucoup d'usines. Ça vous inquiète ce qui se passe sur le sol américain? Vous voyez d'ailleurs un ralentissement? Non, mais ça ne peut pas arriver comme ça le jour d'après. Hein. Les droits de douane, on les a vécus une journée. On ne peut pas en tirer des gros bilans, puisqu'on a une usine mexicaine qui fait les fusibles. Ouais. Bon, on pressent qu'il y aura une taxe sur quelque chose. Le niveau peut évoluer. Aujourd'hui, c'est 25. Si ça reste à 25, c'est compliqué pour vous? Ça serait plutôt appliqué sur la valeur ajoutée. Et donc, en fait, ça serait appliqué sur les salaires des gens qui font le travail d'assemblage qui est au Mexique, puisqu'on achète des composants aux États-Unis. C'est ça, en fait, qui vous préserve. Si vous achetez des composants aux États-Unis, vous les amenez, qui sont assemblés, qui reviennent aux États-Unis, il semblerait que ce soit 25% sur la valeur ajoutée, donc très faible. Ouais, donc c'est plus acceptable. Mais ça change souvent, et puis on doit quand même admettre que je pense que les équipes de douane sont un peu perdues. Et on va attendre gentiment, début avril, voir ce qui se passe. Bon, sur l'année record, il faut le dire, pour Mersen en 2024, 1,2 milliard d'euros. 44, 1 milliard 244. Oui, c'est dur, 44. Non, 44 était dur les derniers. En hausse de 2,7%. Mais ça n'a pas été pour autant, il faut le dire, une année simple. Non. Même si elle est record. En fait, je ne sais pas s'il y en a déjà eu une simple d'année, mais celle-ci était pas mal. Oui, on est parti il y a 2 ans sur des investissements pour suivre le marché du semi-conducteur lié à l'automobile. Celui de l'automobile avec des composants de protection, les fameuses pièces pour les batteries. Et puis les ventes n'ont pas été au rendez-vous et toute la supply chain a décidé de stopper. Hein. Il y avait des inventaires. Et donc, on a à peu près, je pense, 2 ans de retard sur le programme initial. Alors, on a eu 2 belles années quand même, hein. Il n'y a pas à regretter d'avoir investi. Ça passe combien l'automobile aujourd'hui? Rien, pour le moment, on est monté à 30 millions d'euros. Bon, on visait 100. Ouais, donc ça ne vous a pas trop impacté? Non, mais ça scie les pattes. On a fait une augmentation de capital, on a mis quand même des capex, on a une ligne de production à Lyon qui est prête pour livrer ACC, et puis les programmes de livraison d'ACC ont baissé, enfin ils les ont décalés. On a de fortes chances quelque part de livrer assez significativement après l'été, mais ça s'est décalé. Et la partie semi-conducteur s'est aussi décalée. Tout le monde a démarré ses programmes rapidement. Les marchés moins porteurs, c'est le semi-conducteur, c'est l'automobile. C'est pas qu'il est moins porteur, c'est qu'il est décalé, il est toujours super intéressant. Hein, mais décalé. Il est décalé, puis de toute façon, à terme, on voit bien que c'est quelque chose d'énorme. Et donc, nous, on avait démarré ce marché pour adresser la demande jusqu'à 2027. Il semblerait plutôt qu'elle bouge jusqu'à 2029. Voilà, ça va aller, sauf qu'on a des capacités pas tout à fait utilisées. Bon, c'est un petit peu bête, mais bon. Les marchés les plus dynamiques?
Alors, tout le reste, en fait. Reste. Dynamique, qui marche bien, le reste. L'aéronautique, évidemment, oui. Bon, là, on a 10 années de croissance, c'est écrit. Hein. Ouais. Donc ça marche bien. Le ferroviaire marche bien. On fait à peu près 100 millions hein, dans le ferroviaire. Sur le milliard 2, c'est pas mal. C'est mondial. Nous, on aime bien. On a un footprint mondial. On est partout. On suit Alstom, Siemens en Inde. On les a suivis au Brésil. On les livre au Canada, donc de toute façon, ça, c'est des clients très importants pour nous, hein, les grands noms de l'industrie. Les process industrie, alors là, c'est tout ce qui touche la transformation des métaux, des céramiques, des traitements thermiques, tout ce qui est haute température, procédé haute température. L'industrie des fours, très dynamique, y compris d'ailleurs plutôt bien en Allemagne, puisqu'il y a eu quand même un petit à-coup en Allemagne depuis 2 ans. Ça semble reprendre. C'est positif quand vous voyez justement Berlin qui vote un plan budgétaire massif, qui fait sauter le frein à l'endettement. C'est toujours compliqué de ramener ces gros blocs d'investissement à des business mercenaires. C'est pas si aisé que ça à expliquer. Mais oui, c'est positif. Une capacité d'entraînement Oui, toujours. Voilà, il y a une chose qui est sûre, parce que j'ai écouté un peu ce que vous disiez avant. Bon, la consommation des ménages, forcément, quelque part, elle joue sur ce qu'on fait, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui achète une télé, un ordi, mais celle qui est vraiment liée, par exemple, à la consommation, à la nourriture, hein, il vaut mieux demander aux gens qui gèrent des intermarchés pour voir s'il y a des à-coups. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les investissements d'équipement, ce que les États décident. Des investissements sur des lignes à haute tension en Europe, il y en a toujours, donc on livre aussi des composants là-dessus. Donc, on n'est pas en dehors de la consommation des ménages, mais voilà, il y a un impact toujours. Mais c'est surtout ce que les pays... Sur les volumes, parce que j'ai vu que sur 2,7% de hausse de chiffre d'affaires, il y a 2% qui vient des hausses de prix. Oui. Donc ça veut dire que sur les volumes, on est... Assez stable. Voilà. Y compris d'ailleurs les 2 dernières années, on a pu passer des hausses de prix parce qu'il y avait des coûts... C'est fini maintenant ça. Un peu fini, mais quelque part avec... puis on revient sur Trump et les tarifs. Il y a quand même, il y en a qui vont s'appliquer. Hein. Il y en a quelques produits qui viennent de France, qui vont aux États-Unis. Je ne sais plus où on en est, c'est peut-être un 10% à ce stade. On va les payer hein, et on va ramener, enfin cette hausse, on va la traduire sur le marché, on va augmenter nos prix. Ouais, oui, on revient vers le sujet que vous traitiez tout à l'heure. Il y aura forcément de l'inflation dans ce beau pays. Hein. Bon, je l'ai dit, année record pour Mersen, et en même temps, la marge opérationnelle, elle a fléchi de 1 point, elle a 10,5%. Le résultat net a baissé de 28% à 59 millions d'euros. Comment on l'explique? Il faut que vous regardiez les bidas. Parce qu'en fait, on a investi, il y a des capex, il y a de l'amortissement. C'est pas des hausses de coûts incontrôlées? Non, c'est plus le poil mathématique. Un peu des histoires de mix, mais... c'est pour préparer l'avenir? Préparer l'avenir, puis plutôt sur la partie matériaux, qui est plus capitalistique que le reste. Et puis l'année prochaine, ça baissera aussi un peu. L'année prochaine, c'est 26. Enfin non, l'année prochaine, oui. 25, je suis toujours en 24. Sur 25, le marché s'est interrogé sur des perspectives un peu en demi-teinte. Vous manquez de visibilité sur 2025? Oui, mais c'est pareil. Hein. Je vous garantis qu'on n'a jamais démarré une année, nous, avec une année de portefeuille. Hein. Moi, j'ai des usines qui font 70% d'entrée-sortie dans le mois. C'est-à-dire que le patron de l'usine, il attaque au 1er mars, il a que 30% de ses ventes. Le reste arrive. Mais il n'y a pas de panique. Hein. Historiquement, c'est que ça se passe comme ça. Et voilà. J'ai peu d'activités où on a une vision... et donc, on bâtit nos budgets sur des discussions avec les clients, des historiques, des informations qu'on récupère. Ça veut dire être très agile, être très réactif. Ah oui. C'est juste... voilà. Plus difficile. Non, mais c'est plus sympa que d'avoir tout écrit. Vous aimeriez pouvoir dire j'ai 10 ans de carnet de commande? Non, enfin, ça doit être sympa, je ne sais pas, j'ai jamais vécu, je pense que ça peut être sympa, mais on n'est pas dans ce genre de... Et puis il ne faut pas oublier qu'on parle de 35 pays, on est dans 35 pays, donc... On s'occupe de la Chine, il y a toujours un truc particulier en Chine, hein, depuis 10 ans. Là, on a une baisse sur le solaire, on regarde un peu quand est-ce que ça va recoller. Pourquoi il y a une baisse sur le solaire en Chine? Parce que tous les acteurs, il y en a de nombreux qui se sont créés, ont voulu y produire pour évidemment prendre des parts de marché, puis il y a eu trop de cellules sur le marché. Donc surproduction. Surproduction, baisse de prix, et puis là, il faut attendre que ça se résorbe, mais ça devrait se passer. Il y a eu beaucoup d'installations cette année, je pense qu'il y a beaucoup d'installations prévues.
Donc on va résorber. C'est le pays qui installe le plus d'éoliennes et de solaire. En solaire, la moitié de la production, presque 300 gigawatts sur 600. Ah, c'est fou. C'est fou, mais ils les installent et puis de toute façon, ils ont quand même toujours, ils investissent toujours quand même dans les centrales à charbon, donc il faut un peu que. C'est tout le paradoxe de la Chine. C'est un pays intéressant. Il pèse combien aujourd'hui dans le chiffre d'affaires? Alors, en fonction du solaire, enfin c'est le deuxième pays en termes de vente derrière les États-Unis. En fonction du solaire, on oscille entre 12, 13, 14%. Voilà, ça peut faire 180 millions d'euros. On a quand même 7 usines, 1200 personnes. Voilà, ça occupe. Année de transition, vous avez dit, sur 2025. Pourquoi ce mot? Bon, parce que le chiffre d'affaires bouge pas beaucoup. Ouais, j'ai vu ça. Chiffre d'affaires attendu, priori stable. À peu près le même, en intégrant les acquisitions, ce qui fait des versions croissance organique un peu négatives ou étales. Voilà, mais je dirais que compte tenu de tout ce qu'on voit autour de nous aujourd'hui en ce moment, on va gérer ça, j'allais dire, trimestre par trimestre. L'idée, c'est d'être attentif à tout ce qui se passe pour anticiper. On a anticipé la baisse ou le ralentissement du marché de l'automobile en septembre pour pouvoir fournir des résultats satisfaisants pour l'année 25. Voilà, pratiquement immédiatement, sans qu'on puisse lire ce genre d'informations dans les journaux. On a collecté les infos de nos clients et on s'est dit, bon, ok, il y a un décalage, on réagit tout de suite. Le titre perd 40% sur un an. On est sur Boursorama, évidemment, ça nous intéresse. Oui. Pour vous, c'est excessif. Et puis, quel catalyseur à court terme, pour être un peu optimiste, pourrait aider à relancer le titre? Moi, j'ai l'impression qu'on a fait une publication la semaine dernière qui n'avait rien de particulier, mais bon, il suffit que vous expliquiez que vous n'êtes pas en croissance pour que ça ne soit pas très très bien vu aujourd'hui, donc le titre a un peu perdu. Je pense qu'on a été embarqué par déjà tout ce qui se dit au niveau du véhicule électrique. Notre investissement, on l'a tourné autour de ça, parce que de toute façon c'est la vérité. Et puis il y a eu un à-coup, donc on a été un peu pris là-dedans. On est quand même toujours une petite boîte, pas très facile à comprendre. Je ne sais pas si la bourse de Paris est très 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 aidante. Je parle, en ce moment, je vois bien le DAX a l'air de mieux se porter. Alors on ne parle pas de New York. Et donc quel catalyseur positif à court terme? Le rebond des ventes, je pense. Rebond des ventes et puis du résultat. Le rebond des ventes pourrait... Ah oui, il faut qu'on remette un signe de croissance, lié notamment où on a investi. Je pense que ça fera un effet bœuf, comme on dit. Donc pas avant 26, pas avant 2026. Il faut attendre, oui, courant 26. On aura, je pense, des petits signes sur l'année, sur fin 25. C'est ce manque de visibilité, peut-être, qui explique pour partie la valorisation aujourd'hui Je ne suis pas sûr, pas sûr qu'il y ait beaucoup de... Non, je ne crois pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises, je pense, quelles qu'elles soient, à part peut-être Safran, encore une fois, dans l'aéronautique, où tout est un petit peu programmé. Mais on peut faire aussi des bêtises, il n'y a jamais rien d'écrit de toute façon. Mais le business de l'aéronautique, effectivement, est beaucoup plus lisible. Oui, parce qu'on ne peut rien garantir. Mais d'ailleurs, encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait une société qui soit capable de dire, écoutez, il ne se passera rien en 26 ou en 25. Donc... Après, Mersen il faut dire ce qui est, valorisé faiblement. On a 7 fois les bénéfices attendus. Voilà, il faut réannoncer de la croissance, c'est ça Oui, c'est un peu frustrant. On va avoir une année un peu de combat. On a commencé un peu à l'expliquer déjà en décembre. À discuter en direct avec des gros actionnaires qui ont aussi des participations un peu ailleurs, où ça peut être beaucoup plus pire, comme on peut dire. Il y a des sociétés quand même qui souffrent. Quand je vois, moi, les équipementiers automobiles, c'est quand même pas simple. Donc je trouve que... On a le patron de Valeo qui va venir d'ailleurs dans quelques jours. Oui, c'est pas simple. C'est un client d'ailleurs. Donc voilà, nous, on s'estime plutôt bien lotis. Avec le spectre large de produits, moi j'ai quasiment 4 divisions sur 5 qui marchent bien, un pied industriel en Inde pour préparer, j'allais dire, les 10 années qui viennent. On s'est bien développé, on est prêt aussi pour capter de la croissance sur ce pays. Voilà, il n'y a rien à dire, sauf que oui, l'action est à 21 et elle a frôlé les 40. Ouais. Bon. Qu'est-ce que vous dites, on se quitte là-dessus, aux investisseurs, aux actionnaires qui nous regardent, qui n'ont pas de Mersen en portefeuille? Vous leur dites quoi? C'est le bon moment de nous rejoindre, parce que de toute façon, on est quelque part à un point... il y a toujours un point plus bas que le point bas, mais on est quand même on est plutôt sur un point bas.
et puis qu'il y a des perspectives sur 3-4 ans qui sont très intéressantes. Et puis ceux qui sont avec nous, il faut qu'ils attendent un peu. Voilà, il y a une année un peu à attendre pour voir un peu comment le rebond se planifie. Vous reviendrez nous voir pour parler du rebond, de la remontada. Oui, quand vous voulez, oui. Fin d'année. Eh bien, fin le rendez-vous est pris avec vous. Luc Temelin, directeur général donc, de Mersen, qui est coté sur le SBF 120 à la Bourse de Paris. Merci. Merci beaucoup.